organisation. La manière dont nous allons fonctionner ce soir, c'est que nous allons d'abord entendre notre invité, évidemment, et puis vous inviter à venir, vous aussi, échanger avec lui, soit en posant des questions, mais peut-être aussi en partageant un point de vue ou une expérience. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours une chaise libre ici pour vous accueillir. Donc, il faudra non seulement demander la parole, mais en plus venir à côté de nous. Si vous n'osez pas, bien sûr, on vous passera le micro, mais c'est aussi intéressant que vous soyez non pas spectateurs et commentateurs, mais contributeurs directs de cette soirée. Avant de te donner la parole, un mot, Tania, pour nous parler de ce lieu. Bonjour à tous, enfin rebonjour. A priori, on s'est déjà vu depuis ce matin. Donc d'abord, merci à Yves Saint-Omer de venir mettre une petite touche de respiration intellectuelle, de recherche à ces rencontres. Ce lieu, on continue un peu la suite des visites de cet après-midi. Donc on est à la Marbrerie, ancienne Marbrerie qui a été transformée, comme vous le constatez, en lieu culturel, qui est un lieu où de nombreux concerts ont lieu à Montreuil, mais qui accueille depuis quelque temps aussi des initiatives publiques, politiques, associatives, diverses et variées. Vous l'avez peut-être constaté cet après-midi, mais Montreuil, il y a un passé industriel qui est très présent. Les lieux se transforment pour devenir de nouveaux lieux comme celui-ci qui est devenu ce lieu culturel. On a voulu qu'il y ait ce petit moment de conférence puis de soirée conviviale dans ces rencontres. On est sur des rencontres avec des échanges professionnels, des fois des échanges très pratico-pratiques, notamment les ateliers de demain vont être très utiles à tous. Mais on trouve que c'est important aussi, quand on réfléchit dans sa ville à la mise en œuvre d'un budget participatif ou à comment il évolue, quel impact il a, comment on l'évalue. On pense que c'est important qu'il y ait ces moments de respiration sur le fond des origines du budget participatif, mais aussi de ce que ça produit. Je disais ce matin que dans le contexte dans lequel on est, de crise démocratique à l'ensemble des échelles, en France, mais aussi ailleurs, en discutant avec les représentants de New York, par exemple, tout à l'heure, la crise démocratique, elle est d'ampleur. Ce qui vient de se passer au Brésil en est aussi le témoignage. Et donc, du coup, le fait que des acteurs locaux mettent en place des démarches comme cette d'innovation démocratique, ça a un impact sur la démocratie de manière générale. Ça permet de l'approfondir, cette démocratie qu'on trouve, en tout cas je trouve en France encore très immature dans sa relation aux citoyens. J'espère que cette conférence pourra apporter à tous cette réflexion-là qui, à mon avis, est utile dans la manière dont on conçoit derrière les démarches de participation et donc les budgets participatifs. Donc merci du coup d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, la première question, c'est un regard dans le rétroviseur pour se demander, d'abord, peut-être tu peux nous raconter comment tu en es venu à t'intéresser au budget participatif, les premiers que tu as étudiés, à la fois au Brésil, mais aussi ailleurs en Europe et en Asie d'ailleurs. Et le regard que tu portais sur ces premiers budgets participatifs, à la fois en termes de motifs de déploiement, de ce qui motivait en fait et les participants, mais surtout les institutions à les mettre en place, à quoi elles ressemblaient dans leur diversité, qui a toujours été très diverse, et comment tu vois les vagues successives du budget participatif se déployer en France en particulier, mais aussi ailleurs autour du monde. Alors, avant de répondre à la question, je voudrais tout d'abord remercier la ville de Montreuil de cette invitation. Moi j'habite à Saint-Denis, alors quand on vient à Montreuil, on a toujours un petit sentiment d'infériorité dans notre grande ville du 93. Saint-Denis, c'est plus chic tout de même. Donc on regarde un petit peu impressionné, et en plus dans une salle comme ça. Et puis j'ai donc tout de suite accepté, et puis après j'ai réfléchi. Ça fait tout de même un certain temps que je ne travaille plus systématiquement sur les budgets participatifs. Alors j'étais encore plus impressionné, je me disais qu'est-ce que je vais dire, et finalement le fait de pouvoir faire ce dialogue, j'espère que nous allons pouvoir le mener à bien, me rassure quelque peu. En plus
il y a de la boisson, donc ça permet de le faire de façon sympathique. Alors, pour répondre à la question, les budgets participatifs, au départ, c'était en Amérique latine, à Porto Alegre, au Brésil, et ils étaient, d'une certaine manière, la pointe avancée d'un mouvement de transformation sociale et politique plus global des sociétés latino-américaines. Ils sont à replacer dans ce tournant à gauche qu'a connu pendant un certain temps l'Amérique latine. Et ils impliquaient à la fois l'idée qu'il fallait inverser les priorités en faveur des plus démunis, qu'il fallait transformer la politique en la démocratisant, et qu'il fallait améliorer la gestion publique en réduisant par exemple le clientélisme, la corruption, et en améliorant la planification. Et du coup, c'était quelque chose qui, alors certes, c'était un modèle idéal, il y avait des gros contrastes dans ce qui se faisait, mais qui parlait, je crois, à l'imaginaire de gens qui n'étaient pas sur place, et qui parlait tellement que ça attirait des altermondialistes de tous bords, et de facto en Europe, dans les années 2000, les villes qui ont mis en place des budgets participatifs, grosso modo, c'était les villes où il y avait le maire ou la maire adjointe qui avait fait le voyage à Porto Alegre, mais aussi la Banque mondiale, parce que finalement, si on utilisait mieux les deniers publics, si on réduisait la pauvreté, si on restaurait la confiance politique, alors cela pouvait être un instrument approprié par d'autres acteurs aux antipodes politiques des altermondialistes. Et finalement, ça s'est transformé comme ça s'est répandu comme ça. Ça a été un des instruments les plus populaires à l'échelle internationale dans l'innovation démocratique, et ça continue. Et alors en même temps, on voit bien en Amérique latine que ça a contribué à un moment donné à transformer la société, donc ça n'a pas révolutionné non plus, et qu'aujourd'hui, vous citiez le Brésil à l'instant, on voit bien que ça n'a pas suffi à modifier certaines données structurelles qui font retour aujourd'hui. Ce que je voudrais signaler, c'est que quand c'est arrivé en Europe, et en particulier en France, à la fois ça a été très politisé dans les années 2000, la plupart du temps, et en même temps, c'était une version assez paradoxale de ce qui s'était fait originalement en Amérique latine. Paradoxal pour plusieurs raisons, parce que d'une part, la dimension d'inversion des priorités sociales, de justice sociale qui était centrale en Amérique latine, elle n'existait pas en Europe. Et en particulier en France. C'était pas fait pour ça, en fait. Malgré les proclamations politiques, ça ne savait pas redistribuer l'argent vers les plus pauvres, vers les couches subalternes. Le deuxième paradoxe, c'est qu'en Amérique latine, mais aussi en Espagne, en Italie, de façon moins claire, l'idée des budgets participatifs, c'était que ça devait être décisionnel ou codécisionnel. Et en France, ils ont été importés initialement en se coulant dans le modèle de la proximité à la française, de la consultation. Ça devenait de la consultation sur les finances publiques. Et puis, en Amérique latine, là où ça marchait mieux, il y avait à la fois des initiatives qui venaient du bas, des mouvements sociaux, des mouvements urbains, et puis de nouvelles municipalités qui lançaient ce processus-là pour transformer leur façon de gérer. Alors qu'en Europe, et en France en particulier, c'est venu, la plupart du temps, du haut de municipalités bien intentionnées qui voulaient lancer ça, mais sans que ça soit une demande d'un mouvement social. Et du coup, ça fait quelque chose d'assez différent, ça s'est épuisé relativement rapidement. En une dizaine d'années, la plupart des initiatives qui avaient été engagées se sont arrêtées à l'occasion d'un changement de municipalité, de couleur politique, mais aussi parfois simplement par épuisement naturel, en quelque sorte, par mort naturelle. La transition, je crois que ça a été le budget participatif des lycées du Poitou-Charentes, qui a été plus fidèle à ce que pouvait être l'inspiration originale en Amérique latine des budgets participatifs, qui l'a mis dans les lycées, mais qui a aussi déployé d'autres institutions de participation. Ça a été très dynamique, mais c'était à l'échelle régionale. Puis les aléas de la carrière politique de Ségolène Royal ont été à la fois un porteur d'abord, et puis ensuite un handicap pour la diffusion de cette expérience. Et aujourd'hui, peut-être juste une précision, en quoi tu estimes que le budget participatif des lycées du Poitou-Charentes était plus proche du modèle original du modèle brésilien? Parce que c'était décisionnel, tout simplement, parce que les gens qui participaient pouvaient décider réellement, après avoir discuté, d'une part. Deuxièmement, parce que ça n'a pas été un succès complet, mais
ils se sont vraiment posé la question comment on peut, à travers le budget participatif, favoriser davantage les lycées les plus défavorisés. On sait qu'il y a des grosses différences dans l'éducation nationale entre les zones les lycées de centre-ville et puis les autres. Alors, de Caen, ici, c'est plus de banlieue, en Poitou-Charentes, c'est plus de campagne. Ils n'ont pas réussi à régler ça, mais au moins, ils se sont posé la question, ils ont fait une vraie redistribution de ce point de vue-là. Donc, je pense que c'était les deux choses. Puis la troisième chose, c'était fait vraiment avec beaucoup de sérieux, à la fois méthodologique et une forte volonté politique. Et pour finir aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour le coup, on a une nouvelle vague de budget participatif assez différente de la première en France. Assez différente parce que dans la plupart des expériences que je connais ou dont on a parlé, c'est décisionnel ou codécisionnel. C'est pas simplement de la parlotte. Ça aboutit à des choses concrètes, d'une part, parce qu'il y a une utilisation massive d'Internet online, et que ça c'est un élément nouveau par rapport à la première vague, et puis parce que lorsque c'est fait sérieusement, ça implique des vraies modifications de la structure administrative, et puis souvent des sommes nettement plus importantes que celles qui étaient un petit peu assez marginales, qui étaient en jeu dans la vague des budgets participatifs des années 2000. Cette première intervention plutôt rétrospective et puis sur l'évolution, je te propose de te lancer tout de suite sur ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire les transformations administratives, et qu'on fasse plutôt un échange après, parce que l'histoire est intéressante, mais c'est aussi les impacts que ça peut avoir. Tu évoquais des transformations administratives, c'est un des sujets qui a été évoqué, comment on évalue les impacts des budgets participatifs. On a parlé plusieurs fois déjà ce matin de ce que ça représente comme modification du mode de fabrication de l'action publique, du travail des services techniques, du rapport entre élus, agents et citoyens. Donc quel impact on peut en attendre, et lesquels on peut voir sur le plan à la fois de transformation administrative, impact sociétaux, impact démocratique? Alors, si on veut commencer par les impacts politiques, parce qu'après tout, si la mairie de Montreuil, si d'autres mairies ont lancé des budgets participatifs, il y a aussi une volonté politique à l'œuvre. Qu'est-ce que ça peut changer pour la politique? On le sait tous, on est tous dans une période extrêmement tendue de l'expérience démocratique. On voit bien qu'un peu partout en Europe et au-delà de l'Europe, il y a des tendances autoritaires qui se font jour, voire néofascistes qui se font jour. Et il me semble qu'il faut bien prendre conscience que la politique ne s'arrête pas, la démocratie, l'expérience démocratique ne s'arrête pas, qu'au XXe siècle, avec des choses comme le suffrage universel, complet, l'État social, les partis politiques de masse, on a eu un système politique complètement différent de celui du XIXe siècle. Et au XXIe siècle, on ne va pas répéter les recettes du XXe siècle. Or, notre système politique, globalement, fonctionne encore avec les logiques et les institutions du XXe siècle. Et qu'on est du coup devant une tâche à la fois immense, périlleuse, mais en même temps potentiellement enthousiasmante, de transformation de ce qu'est la politique, de ce qu'est l'action publique, de ce qu'est la société. Et il me semble que dans cette perspective-là, du coup, les budgets participatifs peuvent être un des points d'appui pour transformer les choses. Dans une ville comme Montreuil, j'imagine que c'est la même chose que dans une ville comme Saint-Denis, et comme dans beaucoup de villes en France, beaucoup de villes en Europe, avant, les partis politiques étaient les instruments qui permettaient une communication entre les citoyens et ceux qui étaient au pouvoir local. Aujourd'hui, je ne dis pas que les partis politiques n'ont cessé d'exister, mais leur influence, leur enracinement, la façon dont ils organisaient la société n'est plus du tout la même qu'auparavant. Il y a vraiment un problème d'apesanteur des décideurs par rapport à leur ville. Évidemment, le problème se pose a fortiori de façon plus forte lorsqu'il s'agit du national. Et donc, il me semble que les budgets participatifs, c'est, en termes d'enjeux politiques, c'est d'abord de restaurer une vraie communication, un vrai lien, une vraie dynamique, une vraie dialectique entre les décideurs et les citoyens, et du coup d'être un point d'appui pour une transformation plus globale. Mais du coup, il faut aussi que ça permette de la décision, et puis finalement, que ça permette de comprendre que la politique
si elle doit être dynamique, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas parce que les responsables politiques donnent du pouvoir aux citoyens qu'ils vont en perdre, qu'au contraire, ça peut augmenter. Je voudrais vous livrer une anecdote, ce n'est pas des budgets participatifs, mais quand je donne mes cours, je demande toujours à mes étudiants, à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez du système? Est-ce que vous êtes satisfait du système politique? Est-ce que vous êtes satisfait des partis politiques? Alors quand on leur demande cette question-là en France, 100 étudiants, même à Sciences Po Paris, il y en a 90 qui vont être non satisfaits du système politique chez les jeunes. Quand je dis 90, souvent c'est plus que ça. Et les 5-6 à Sciences Po Paris qui vont être satisfaits, ils veulent être des futurs politiciens en général. Quand j'ai posé la question en Grèce au moment de la crise financière, 250 étudiants, les gens ont ri tellement la question était stupide. Comment pouvait-on poser une question comme ça? Et par contre en Suisse, quand j'ai posé la question la première fois à une centaine d'étudiants aussi, il y en a 90 qui ont levé la main, ils étaient satisfaits. J'ai cru qu'ils n'avaient pas compris, je repose la question, et ils relèvent la main de nouveau. Pour les partis politiques, c'était seulement 1 sur 2. Mais je pense que, alors, il y a les banques, bien sûr, la santé, l'économie suisse, mais il y a aussi cette interaction complètement différente des citoyens et des politiques à travers la démocratie directe, à travers le fédéralisme. Alors évidemment, ce n'est pas un modèle qu'on peut éviter comme ça, mais je pense que ça dit quelque chose. Que si on veut restaurer une dynamique positive et pas protestataire, au mauvais sens du terme, entre la politique et les citoyens, il faut changer les choses. Et que du coup, ça peut en faire partie. Pour la société, alors je ne sais pas, on en discutait avec Julie Ferrando avant le débat, est-ce qu'aujourd'hui, les budgets participatifs en France, ils peuvent reprendre cette dimension de justice sociale qui était très forte dans les budgets participatifs latino-américains? La première réponse est, on ne peut pas traire un bouc. Les budgets participatifs en France et la justice sociale. Tu me déçois tout de suite alors. Là, toutes mes illusions s'envolent. Ça ne va pas ensemble. Et puis après tout, on peut se dire que peut-être il va y avoir, de ce point de vue-là, des inventions à l'échelle municipale, à d'autres échelles aussi. Peut-être que c'est plus facile, plus naturel, entre guillemets, dans un pays comme la France. Donc, social, je n'en suis pas sûr, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je pense, c'est que ça peut permettre de réaffirmer ce qu'un sociologue français, Henri Lefebvre, disait dans les années 60, le droit à la ville des habitants, le fait de transformer la ville. Et que si les budgets participatifs ils portent sur des choses suffisamment importantes et ils sont suffisamment durables, ça peut amener à transformer profondément l'espace, à la fois urbain et social dans lequel vivent les citoyens. Ça peut aussi transformer les relations entre les associations, semble-t-il. C'est pas négligeable non plus, d'éviter qu'il y ait simplement des dialogues parallèles entre les associations, les groupes d'habitants et puis la municipalité, et qu'il y ait aussi des discussions transversales entre les associations. Avec un enjeu qui, même, c'est quid des couches les plus en difficulté. Bien souvent, celles et ceux qui sont absents du jeu politique et institutionnel, ils ne sont pas très présents dans les budgets participatifs. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais en tout cas c'est un challenge, un enjeu assez fort. Et pour l'administration, je vais vous raconter une autre anecdote. Quand je parlais des budgets participatifs, avec peut-être des exemples latino-américains et puis un petit peu français, en Allemagne, où j'ai vécu quelques années, dans les années 2000, mes collègues allemands me disaient si vos administrations locales ne sont pas capables de transformer leur méthode de budget, tout ça c'est du vent, la participation, ça va porter sur des broutilles, mais ça ne va pas véritablement peser sur l'essentiel. Si une municipalité n'est pas capable de calculer combien lui coûte une école maternelle en faisant la somme de toutes les dépenses de différentes administrations pour une école maternelle par rapport à une autre, eh bien la participation finalement, ça sera quelque chose en plus qui n'incidera pas sur les choses. Il me semble que transformer l'administration, et l'administration en France, c'est quelque chose. Transformer l'administration en lien avec la participation est un sacré enjeu. Et de ce point de vue-là, les budgets participatifs peuvent être une pression pour moderniser l'administration, pour que les services publics soient vraiment au service des publics. C'est pas du tout évident. Dans mon université, je peux vous garantir que je suis membre du bureau de mon université, on est tellement loin du public, bien souvent, que du coup, on a besoin de choses comme ça. Donc,
Il me semble que c'est ça le pari un petit peu pour l'administration, c'est de pouvoir réarticuler autrement l'administration en lien avec la participation. Merci beaucoup. L'échange est ouvert. Qui souhaite ouvrir le bal? Monsieur, là-bas? Est-ce que vous voulez bien venir nous rejoindre? L'option sportive et l'option des marches sur le côté, c'est le choix. Il ne faut pas dissuader les prochains. Je vous laisse vous présenter, bien sûr. Non, je suis gros, mais je m'accorde, ça va, je peux encore compléter. Alors, Nicolas Lepers, porteur de projet à Grenoble. Alors, je suis super intéressé par votre intervention, monsieur. Merci beaucoup. Que pensez-vous du fait qu'un projet voté par la ville de Grenoble, éventuellement à caractère social, pourrait avoir une certaine légitimité par rapport non seulement à la municipalité, mais aussi par rapport aux habitants qui l'ont voté? Est-ce que ça pourrait être zone test pour les institutions, histoire de leur donner des idées et pour faire d'autres projets de même nature ailleurs en France? Un peu d'exemple. Alors, j'étais porteur d'un projet qui s'appelle Le Lieu, il y a en 2017, qui est un espace de débat et d'échange de compétences entre grands précaires habitants de la ville, où il est possible justement de faire travailler la mixité culturelle et sociale. Et cette année, d'un projet qui s'appelle Camion Abri pour les sans-abri, qui est une alternative à l'hébergement d'urgence. Donc, aménagement de camions 38 tonnes pour trouver une alternative d'hébergement d'urgence. Je vous laisse une petite réponse. Je ne connais pas Grenoble, donc je ne peux pas me prononcer, disons, concrètement sur le contexte grenoblois. Ce que je peux dire, c'est que dans les budgets participatifs latino-américains, il y avait incorporé, pas partout, mais dans la plupart des cas, dans les règles, dans la constitution, entre guillemets, du budget participatif, le fait que des projets adressés à des quartiers ou à des groupes sociaux défavorisés particulièrement avaient une prime. Un coefficient était appliqué qui permettait de les faire remonter, y compris s'ils étaient un peu moins votés que d'autres, parce que... et du coup, il me semble qu'en France aussi, ça pourrait peut-être être un enjeu, alors à Grenoble comme ailleurs, de se dire qu'au-delà de simplement avoir des projets et puis des votes, qu'il puisse y avoir des mécanismes, après on peut rentrer dans la technique pour savoir quel mécanisme, mais des mécanismes qui favorisent des projets plus sociaux que d'autres. On pourrait aussi dire, par exemple, des projets plus écologiques que d'autres, qui permettent aussi d'avancer vers la transition écologique. Il me semble que c'est un vrai débat, un vrai enjeu aujourd'hui, et que s'il n'y a pas ça, pas ce genre de choses, alors on risque de continuer à passer à côté de cette dimension sociale qui était très fondamentale à l'origine. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai l'impression qu'il y avait aussi un questionnement sur la légitimité de ces projets une fois qu'ils sont votés par rapport à la population. En fait, on part du principe, en tant que représentant de structure aujourd'hui, parce que je suis représentant de collectifs différents, l'enjeu étant aussi le fait que les habitants, les Grenoblois eux-mêmes aient voté pour un projet à caractère social. Il était très intéressant de voir que la municipalité elle-même appuyait le fait que les collectivités aient l'appui des Grenoblois, et par conséquent, ça légitimait quelque part la mise en place ou la mise en œuvre de tel ou tel projet. Ça fait bouger les lignes en ce sens du budget participatif. On peut que s'en féliciter. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres témoignages qui ont envie de s'exprimer maintenant en question? Madame, peut-être... En fait, moi aussi, je suis porteuse de projet, tout simplement, et j'ai beaucoup apprécié votre... vous m'entendez bien? J'ai beaucoup apprécié votre intervention, notamment sur l'aiguillon que peut représenter cette façon moderne
démocratique vis-à-vis de, on va dire, de pesanteur administrative ou d'une inadéquation entre l'administration et les besoins aujourd'hui. Simplement, en tant que porteur de projet, nous, on se sent un petit peu démunis parce que l'administration, en fait, chacun nous explique la mairie, qu'elle est victime aussi de règles, qui elles-mêmes sont... On a maintenant une couche d'intercommunalité où on voit se déplacer les pouvoirs vers les intercommunalités. Or, moi, dans ce que je vois peu de budget participatif, c'est-à-dire de démocratie directe vis-à-vis des intercommunalités qui ont des budgets conséquents pourtant. Et donc, ma question, c'est comment voyez-vous, est-ce qu'il faut fédérer des projets citoyens de façon à peser et à devenir un vrai aiguillon par rapport à des transformations administratives qui doivent avoir lieu à terme, enfin le plus vite possible, par rapport notamment à la transition climatique, on a des urgences. Et là, comment nous, on peut agir aussi à ce niveau-là pour installer ce dialogue dans les deux sens? Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, non, vous avez été parfaitement clair. Je pense que vous soulignez deux choses qui sont fondamentales. La première, c'est que c'est absurde en France. Notre millefeuille administratif est absurde. On est dans une situation où, même en tant que prof de sciences politiques, quand on essaye de réviser pour expliquer aux étudiants comment ça fonctionne, on se plante à chaque fois parce que ça bouge tout le temps, parce que c'est difficile à comprendre, même pour un enseignant universitaire spécialisé théoriquement dans la question. Donc, là, pour les simples citoyens, franchement, donc effectivement, on a un problème majeur, et effectivement, le niveau de l'intercommunalité aujourd'hui est un niveau qui est sans doute le moins démocratique par rapport à celui des municipalités, par rapport à d'autres niveaux supérieurs. Il faudrait que ça change. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de signes, malheureusement. Et puis la deuxième chose que vous soulignez, je crois qu'elle est importante. Quand on essaye de se représenter comment ça a bougé dans l'histoire, en général, il y a toujours, quand ça bouge, une coalition, entre guillemets, entre des mouvements qui viennent du bas, qui se fédèrent, qui poussent, etc., et puis des volontés politiques qui viennent d'en haut, ou de gens qui viennent d'en bas, qui se font élire, et puis ensuite qui recherchent. Prenez à peu près toutes les grandes choses, ça se passe comme ça, mais prenez même encore récemment le mouvement MeToo, c'est venu du bas, les réseaux sociaux, et puis en même temps ça peut aboutir, s'il y a des tribunaux, s'il y a des mesures législatives, s'il y a des normes qui bougent. Et donc oui, je pense qu'il faut que ça bouge par en bas aussi, pour que... Le budget participatif organise en fait cette communication entre les porteurs de projets pour qu'ils partagent leurs expériences et soit une force de proposition. C'est ce que vous... Et je pense que si ça peut servir à ça, ça sera d'un grand apport. Merci. Est-ce que, Tania, ça vous fait réagir aussi, il y a des dit là, sur à la fois l'intercommunalité et sur un point qui a été évoqué ce matin, sur quel est le défi pour ces rencontres qui sont des moments annuels de rencontres entre 4 villes co-organisatrices et puis toutes celles qui ont envie de venir, ou toutes les autres collectivités, mais l'enjeu de plaidoyer, l'enjeu d'interpellation. D'abord par rapport à l'histoire du millefeuille administratif et le fait que de plus en plus, et ce que vous disiez, madame aussi, c'est que la décision, elle s'éloigne du citoyen. Et en même temps, il y a les comités d'agglomération, les regroupements de communes, c'est aussi une nécessité en termes de mutualisation des moyens. Et le sujet, c'est ça, c'est que notamment les comités de communes, elles ont été créées, elles ont de plus en plus de pouvoir, les moyens qui vont avec, des compétences qui sont transférées, mais elles n'ont pas le système démocratique qui vont avec. C'est-à-dire que les élus ne sont pas élus directement comme dans les mairies. Et donc c'est pas étonnant que les collectivités locales qui mettent en place des budgets participatifs, c'est les villes majoritairement, là récemment les départements, mais aussi élus directement. Et que l'échelon comité de communes, qui pourtant est en train de se développer fortement,
la réflexion elle n'est pas arrivée sur la mise en œuvre des budgets participatifs, parce qu'on est plus sur une assemblée d'élus, une assemblée de maires, que dans la relation aux citoyens. Donc je pense que on arrivera, en tout cas le budget participatif pourra se mettre en place en tant que vrai budget participatif tel qu'on l'entend dans ces nouveaux échelons, que lorsque leur propre système démocratique de représentation aura changé, et que donc du coup il y a cette nouvelle relation aux citoyens qui se mettra en place. Et par rapport donc à la deuxième partie sur voilà ce pouvoir de comment on fait en sorte que les budgets participatifs soient un levier de transformation démocratique. Voilà, on a là effectivement lors de ces rencontres, il y en a un atelier demain après-midi qui sera consacré à ça. On l'a dit un peu ce matin, la volonté que ces rencontres ne restent pas que à l'échelle de rencontres qui ont lieu une fois par an, d'échanges d'expériences, mais qu'elles permettent de constituer un réseau des collectivités locales engagées sur les budgets participatifs, réseau qui devra se structurer pour être un outil d'interpellation publique, donc d'interpellation du pouvoir national, en l'occurrence sur les budgets participatifs, sur les cadres juridiques qui peuvent évoluer, sur les moyens de l'État qui sont attribués, qui pourraient évoluer. Et ce réseau serait voilà, aussi un lobbying pour renforcer les budgets participatifs en France. Merci. Je voulais simplement rebondir par rapport à ce que vous disiez. Oui, il ne me semble pas que ce soit un lien nécessaire entre pas d'élection directe du personnel politique des communautés d'agglomération, communautés de communes, etc. Et puis pas de dispositif participatif, en particulier pas de budget participatif. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres lieux, dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Et d'une certaine manière, l'agglomération pourrait au contraire être un lieu privilégié pour lancer des initiatives participatives, mettre en lien et coordonner et stimuler réciproquement les initiatives participatives qui se font au niveau des municipalités. Je pense qu'il ne faut pas abandonner cette perspective-là et pas attendre le jour où on élira directement la maire ou le maire de l'agglomération au suffrage universel pour s'engager dans des budgets participatifs à l'échelle de l'agglomération. Merci. Qui vient poursuivre avec nous la conversation? Monsieur, vous êtes rapproché, après madame. Je commence à faire tout parler, et après Yvon. Voilà, comme ça. Et après on continuera, bien sûr. Monsieur, j'ai vu votre main. Merci. Ouais. Vous avez un escalier. Ne frôlez pas tous le limbago, je vous en prie. Bonjour, je suis Gérard Bonner et je suis maire adjoint à Clermont-Ferrand, chargé de la démocratie, on l'a appelé de proximité en 30 secondes, discussion avec le maire. Moi je suis surtout sensible à votre introduction sur l'aspect démocratique. Et je suis interrogatif sur l'évolution de la démocratie directe. Je m'explique. Aujourd'hui, dans notre ville, mais c'est pareil dans toutes les villes avec lesquelles on a discuté, les instances de démocratie directe sont le fait d'une couche sociale tout à fait ciblée, particulière, que notre DGS appelle les cadres moyens retraités blancs, propriétaires. Et l'idée de la... Qu'est-ce que vous mettez derrière instance de démocratie directe? Vous pensez à des conseils de quartier? Oui, ce qui était traditionnellement les conseils de quartier, toutes ces choses-là, qui avaient un rôle d'ailleurs, vous l'avez souligné, je vais causer, puis peut-être on en tiendra compte, et en général, au bout de beaucoup de temps. L'intérêt pour moi de la démocratie directe, c'est quand il y a un pouvoir. Et tant que, enfin, j'étais maire adjoint depuis 2014 et j'ai commencé par entretenir les conseils citoyens divers, légaux, parallèles ou je ne sais quoi, et ça ne fonctionnait pas du point de vue de tout le monde d'ailleurs. Ni les citoyens qui étaient dedans étaient contents parce que la municipalité répondait mal, les élus trouvaient qu'il n'y avait aucun intérêt parce que c'était une clientèle sans intérêt, pas représentative, et les services, ça les faisait chier. Voilà.
pour aller très très vite. Donc on a arrêté ça. Pour des instances, on a eu une réflexion du coup, qui était de dire cela n'a un intérêt que si on donne un vrai pouvoir et une vraie réalité aux choses. Et l'intérêt pour nous du budget participatif, c'est qu'on dit sans filtre, il y a 5% du budget d'investissement, c'est à peu près la norme partout, ce qui n'est pas une somme, c'est pas la totalité du budget d'investissement, c'est une toute petite part, mais sur lesquels, en direct, la population décide de ce qu'elle fait. Et le résultat, de ce point de vue, avant de venir à la démocratie directement, c'est que tout le monde y trouve son compte. Alors, la population qui est aujourd'hui intéressée, c'est notre première expérience, c'est encore limité en termes de surface, mais trouve ça bien. Les élus, ça leur plaît, et les services, ça leur plaît beaucoup, y compris d'ailleurs nos services métropolitains, qui bien que non concernés directement, mais concernés par le fait qu'ils vont faire, trouvent ça très bien, ils apprécient beaucoup. Mais la difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir un minimum de représentativité. Et notre souci à nous a été principalement celui-là. Sortir de l'exclusivité cadre, moyen, retraité, blanc, propriétaire, pour toucher d'autres couches de la population, en particulier dans la jeunesse. On y arrive, ça commence, mais il y aura une limite, c'est que, me semble-t-il, c'est qu'au bout d'un moment, on aura ce qu'on voit de temps en temps apparaître, c'est-à-dire du lobby pour tel groupe social qui veut avoir une bribe de pouvoir. Et de ce point de vue, moi je ne suis pas pour que la démocratie directe remplace ou supplante ce qui est imparfait, mais ce qui reste un peu plus démocratique. Par contre, je pense que c'est un aiguillon, y compris pour la population, pour booster, on pourrait dire comme ça, le processus démocratique général. Mais je suis réticent à dire que ça va remplacer nos processus démocratiques, aussi imparfaits soient-ils, parce qu'on arrive à des situations où il y a des groupes sociaux qui deviennent hyper agissants, et en particulier ceux qui sont structurés. Merci. On voit que la budget participatif touche les questions fondamentales de la démocratie participative, la représentativité, la diversité, le partage du pouvoir. Alors, il y a une chose avec laquelle je suis complètement d'accord avec vous, c'est sur cette idée que si on ne donne pas un vrai pouvoir, ça n'a pas de sens. Ça finit. On peut citer l'exemple des budgets participatifs du Portugal. Ils ont réalisé avant nous, en fait. Bien avant nous, et c'est pour cette raison que le Portugal est sans doute, avec l'Écosse, le pays européen où il y a la plus forte densité de budget participatif. C'est qu'il faut donner du pouvoir réel. Et que du coup, le réseau des budgets participatifs là-bas avait décidé de ne plus soutenir des municipalités qui faisaient simplement de la consultation. Donc, de ce point de vue-là, 100% d'accord. J'ai une petite nuance avec ce que vous avez dit sur la démocratie directe monopolisée par les cadres moyens, retraités, blancs, propriétaires. Cette nuance, c'est que la politique institutionnelle, c'est la même chose. Et que du coup, c'est vrai que c'est un défi fort et un problème fort, mais que bon, voilà, il se pose très largement à tous les échelons de la politique. Et alors ensuite, quelles doivent être les relations entre la démocratie représentative et puis ces formes de démocratie participative, directe, délibérative? Il me semble que la façon dont c'était conçu traditionnellement, c'était on fait un complément secondaire. Il y a la démocratie représentative, elle est centrale, c'est ça qui est vraiment compte, et puis en plus, un supplément d'âme, on met un petit peu de participation, de démocratie directe. Il me semble que c'est pas assez ambitieux. Une autre alternative, celle que vous avez évoquée, ça serait de remplacer. On passe complètement sur un autre registre et on met aux orties la démocratie représentative pour un système complètement différent. Je pense qu'il y a peu de gens qui pensent ça crédible. Mais par contre, je pense qu'on peut être assez ambitieux et dire que ça doit aujourd'hui constituer un autre pilier, une autre jambe, qu'il y a un vrai complément et une interaction entre les deux, et pas simplement un supplément d'âme
pas simplement quelque chose de secondaire. Je pense qu'on est au début d'un mouvement qui va nous emmener, j'espère, assez loin. Je crois que si on ne le fait pas, cette idée que le système politique fonctionne tout seul va être utilisée, instrumentalisée par des courants dangereux pour nos démocraties. Juste ma réflexion, c'est qu'il faut être préoccupé du fait qu'elle doit s'adresser au maximum de couches de la population. Alors, oui, excusez-moi, vous avez là soulevé quelque chose de tout à fait fondamental, mais là encore, il y a tout de même des moyens pour y répondre. Il y avait eu un travail assez important fait dirigé par un leader associatif, Meshmach, et universitaire, Hélène Baquet, pour la participation des habitants des quartiers difficiles. En France, il a été en gros mis dans un tiroir. Il y en avait deux mesures importantes qui étaient évoquées. Il y avait d'une part ce que les anglo-saxons appellent l'organisation communautaire, ce qu'avait fait Obama dans son jeune temps, l'idée de favoriser une structuration durable du tissu associatif dans les quartiers difficiles à travers des associations, des institutions, des fondations extérieures à la municipalité pour aider les gens à s'auto-organiser. Ce volet-là, en France, est très peu développé et il a été complètement négligé par les suites du rapport, quand les politiques ont interprété ce rapport Baquet-Meshmach. Et puis, la deuxième proposition, pour plus de diversité, c'était de recourir au tirage au sort pour constituer des mini-publics tirés au sort, pour attirer d'autres gens que les habitués de la participation. Le problème, c'est que si on fait ça pour que ça soit sérieux, il faut rémunérer les gens. Après tout, les élus sont rémunérés, les universitaires sont rémunérés, les consultants sont rémunérés, les techniciens sont rémunérés. Pourquoi demander à des habitants qui ne sont pas particulièrement intéressés par la chose publique de donner de leur temps pour la collectivité sans avoir une certaine rémunération? Quand on tire au sort un conseil citoyen et qu'on ne rémunère pas, au bout de 2 ans, il n'y a plus personne. Ça tourne. Donc, si on fait les choses, il faut les faire sérieusement. Et je pense que si on reprenait l'esprit du rapport Baquet-Meshmach dans ces deux volets, alors on aurait, non pas une assurance, mais au moins des outils pour avancer vers une participation un peu différente. Merci beaucoup. Juste par rapport à ce que tu disais, sur le budget participatif comme outil, pour faire de la justice sociale et faire des projets dans des quartiers qui seraient plus défavorisés, et 2, comme outil pour élargir la participation citoyenne. Il y a quand même là dans ce qui a été mis en place, alors à Paris, le budget participatif, il y a des primes les projets ont plus de points, entre guillemets, dans les quartiers politiques de la ville. Donc il y a quand même cet aspect-là en termes de justice sociale. Nous, à Montreuil, on a décidé de diviser le budget participatif en 14 quartiers. Donc il y a vraiment il y a un volet ville, mais il y a un gros volet quartier qui fait que du coup, ce n'est pas possible dans l'organisation des dépôts de projets et du vote que des quartiers se retrouvent sans projet. Et ce que ça a produit, et donc c'est ce que tu disais qui m'y fait penser, c'est ce que ça a produit, c'est que du coup, on a des quartiers où il n'y avait pas de culture de la participation citoyenne, donc notamment les quartiers du Haut-Montreuil, beaucoup plus défavorisés, avec un fort taux de logement social, où il n'y avait pas cette culture de la participation citoyenne, et où du coup, il y avait une enveloppe, il y avait un pouvoir une enveloppe où il y avait ce pouvoir de décision, effectivement, qui était là, et donc du coup, il y a eu des projets déposés, il y a eu des projets votés de fait, alors dans ces quartiers, mais portés par des habitants de ces quartiers. Et donc ça a quand même, je trouve, permis d'ouvrir la participation citoyenne à plus de monde, et le fait, je crois, qu'on ne soit pas juste sur venez à un conseil de quartier, venez à une réunion publique, mais qu'on soit sur quelque chose où on avait le pouvoir de décider
et où concrètement ça allait se faire sur un temps court, nous on a 2 ans pour mettre en place les projets, a fait que les personnes y ont cru en fait. Ils y ont cru et leur projet s'est réalisé, et donc ils se remettent aussi dans la participation. Il y a des conseils de quartier où du coup il y a des gens qui sont revenus ou qui ne sont jamais venus mais qui viennent maintenant dans les conseils de quartier et qui sont issus de ces quartiers dits difficiles socialement. Et donc voilà, il y a des outils comme ça. Par contre, ça demande un très fort accompagnement. Voilà, il n'y a pas une culture spontanée de la participation et ça demande d'avoir du coup des services publics forts de proximité, parce que sans les antennes de quartier qu'on a, sans les centres sociaux, sans les antennes jeunesse, on ne pourrait pas juste le service central de la ville permettre l'émergence de ce type de projet. Merci, merci monsieur. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre, madame, pour poursuivre cette conversation, et ne ratez pas l'escalier qui est juste là. Eh ben si, il va falloir le mettre là. Il y a un sociologue qui à l'époque était à Sciences Po Lille, qui s'appelle Antoine Weber, qui disait « La démocratie n'est pas un sport de spectateurs, mais c'est même un sport tout court ». On voit ça ce soir. Bonsoir à tous. Christine Ouellit, donc moi je suis chargée de mission en direction générale à Brest Métropole. Et je voulais intervenir sur cette question d'articulation d'échelle, quartier, ville, EPCI, enfin, Hidalgo, comme ou métropole en ce qui nous concerne. Brest, on a la particularité d'être la métropole la plus intégrée de France, c'est-à-dire la totalité des compétences espace public sont à la métropole. L'éclairage, l'espace vert, la voirie. Donc, comment voulez-vous lancer un budget participatif sur une ville en excluant d'entrée de jeu toutes les compétences métropolitaines? C'était pas possible. Autant ne pas y aller, fallait pas y aller. Donc, du coup, on est, alors pas complètement encore sur un budget participatif métropolitain, pour des raisons politiques, mais la structuration l'est. On a une partie de l'enveloppe à la métropole, les compétences de la métropole sont intégrées dans le budget participatif brestois, toutes, absolument toutes. L'écologie urbaine, la qualité de l'eau, de l'air, des sols, enfin le plan climat, les mobilités, tout ça est intégré aujourd'hui. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Brest est arrivé en disant aux autres communes, on n'oblige personne à y aller, on n'oblige personne sur l'intention politique, parce qu'il y a aussi des communes d'opposition dans la métropole, mais par contre, pour ceux qui veulent y aller, on dote une enveloppe spécifique. Voilà, donc on a abondé le budget brestois d'une enveloppe à l'échelle métropole pour les communes qui voudraient y aller. Donc on est presque mûr pour passer sur... Alors je partage l'idée que c'est sans doute l'échelle la moins démocratique, mais il y a des réflexions énormes sur le sujet. Enfin, nous on siège dans France urbaine, d'autres... c'est la préoccupation aujourd'hui de toutes les métropoles. Comment rendre le système plus démocratique, comment ne pas couper le lien avec les citoyens, comment les associer, etc. On le fait sur d'autres choses, on forme des citoyens relais du climat, des guides composteurs-pailleurs, tout un tas d'ambassadeurs sur des politiques plus thématiques, mais... Voilà, donc moi je pense que c'est possible d'y arriver, et plus vite qu'on pense, du fait de cette question de compétences et de transfert important, voire quasiment toute celle du domaine public à la métropole. Alors juste sur un autre petit aspect qui était les collègues et les changements que ça peut introduire à l'interne pour les collègues. Un petit bémol quand le monsieur dit les fonctionnaires étaient tous ravis, tout ça, etc. Les collègues qui portent ces procès savent que ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été intuitif. Il y a des bastions, essentiellement peut-être les bastions plus techniques, voirie, patrimoine, où les collègues ont dit mais enfin, et qu'en est-il de notre compétence d'expert, notre compétence technique, professionnelle. Bon, ça n'a pas été si intuitif que ça, et on a énormément travaillé le volet interne, sensibilisation, voilà, on les a beaucoup travaillé le terrain pour que justement ils rendent les idées des habitants réalisables, qu'il n'y ait pas de censure, parce que c'est facile quand vous êtes un technicien de censurer un projet pour une raison juridique, technique, réglementaire. Ah non, c'est pas compliqué. Donc l'idée c'était bien d'un changement de posture et qu'ils admettent l'idée que on ne parle pas de l'intention. L'intention, elle appartient à l'habitant et on la respecte. Par contre, on met notre expertise technique à rendre possible et réalisable une idée. Et ce que ça a provoqué chez nous, c'est beaucoup plus de transversalité. Donc c'est incontournable et indispensable pour affronter les
transition climatique, les questions d'alimentation, qui sont de toute façon aussi complètement transversales. Je dirais de la créativité. Beaucoup de sanctionnaires sont parfois dans l'autocensure, c'est-à-dire oh là là, là on va avoir besoin d'une autorisation de l'ABF, de l'architecte des bâtiments de France, ou bien là il y a un problème, en fait on n'est pas chez nous, c'est pas domaine public, bon voilà, et donc autocensure. Et l'habitant, lui, il s'en moque de ça, il dépasse tout ça, lui c'est le projet qui l'intéresse, et il s'en fout de savoir que ça c'est BMH, enfin le bailleur social, voilà, que le terrain, voilà. Donc ça nous oblige à être créatifs, et ça nous oblige à faire autrement, et après coup, sans doute, les fonctionnaires sont assez satisfaits, parce que finalement, remontent des projets qu'on avait eu parfois, hein, parce que c'est intéressant de voir que l'habitant et les techniciens se retrouvent hein, sur des gros projets, hein, beaucoup chez nous verts, hein, le verdissement, la nature en ville, la biodiversité et le lien social, le vivre ensemble, hein, un dump truck, un camion à don, enfin voilà. Donc les projets ne sont pas si différents, mais l'habitant, lui, il ose. Il ose. Et il nous oblige à oser. Et en ce sens, je trouve ça assez intéressant. Merci beaucoup. Ça vous fait J'aurais tendance à dire, soit vous êtes extrêmement habile dans l'art oratoire, soit alors la réalité que vous décrivez fait partie des bons exemples. Parce que non, mais sans plaisanter, je pense qu'effectivement, quand on prend les choses au sérieux, alors on a ce que vous décrivez, c'est-à-dire à la fois les réticences, mais aussi peut-être en fin de compte un gain de sens dans l'action qu'on peut faire. La question de la transversalité est tout à fait fondamentale, parce que dès qu'on a une vraie interaction avec les citoyens, on y est obligé. On y est obligé, et donc, et puis ce que vous dites, je trouve ça très intéressant sur finalement cet échelon qui se trouve être peut-être en retard initialement, mais qui peut être finalement inventif et qui peut avancer plus vite qu'on ne le pense. Donc ça donne de l'espoir. J'ai oublié juste une chose aussi qui, chez nous, c'est le vice-président aux finances qui porte le budget participatif. Et je vais vous dire, c'est un truc énorme, parce que ça fait tomber le budget participatif dans le droit commun de toutes les autres procédures financières. C'est pas le petit gadget à la mission démocratie locale en N-12, c'est le vice-président aux finances. Non mais je le fais. Eh ben, je vais vous dire, quand l'habitant... Et quand l'habitant, il voit arriver le vice-président aux finances de la métropole, il prend aussi la démarche au sérieux, il la trouve crédible, et effectivement, c'est chez nous la direction des finances qui gérera la procédure budgétaire. Merci beaucoup pour à la fois ces témoignages qui donnent de l'espoir et qui donnent de l'envie, et puis aussi pour avoir évoqué cette question du portage politique qui peut aussi avoir un impact très important et qui me permet, avant d'accueillir notre prochain invité pour la conversation, Yvon, vous pouvez déjà venir nous rejoindre, mais Yves, il y a ici aussi des collectivités qui n'ont pas encore lancé leur budget participatif. Si tu avais des conseils donnés sur les écueils à éviter, donc on a entendu quelques-uns sur à quel est le niveau de portage, toutes les réticences et toutes les raisons de ne pas y aller, comment il faut aussi parfois ne pas trop les écouter et foncer, mais est-ce qu'il y a d'autres écueils à éviter? Je dirais que le premier écueil à éviter, c'est le manque d'ambition. Il vaut mieux rien faire plutôt que de lancer des choses médiocres. On a fait des enquêtes avec des collègues italiens et espagnols, et on s'est aperçu que quand on prend en moyenne, pas les budgets participatifs spécifiquement, mais les démarches participatives, en moyenne, pas les bons exemples, pas ceux où il y a justement de l'ambition et puis des moyens qui vont avec, mais en moyenne, les habitants, les citoyens qui s'y engagent ressortent plus mécontents qu'ils n'étaient avant d'y entrer parce qu'ils ont eu des attentes et elles sont déçues. Donc je pense qu'il ne faut pas s'engager s'il n'y a pas une vraie volonté de mettre des moyens, de mettre de l'ambition, de transformer les choses, d'avancer, pas de faire l'impossible, de faire des choses vraiment. Ça serait le premier écueil à éviter. Le deuxième écueil à éviter, ou le deuxième conseil pour que ça s'inscrive dans la durée, c'est qu'il faut arriver après une certaine phase d'expérimentation initiale, reposant sur le volontarisme de quelques personnes, d'une série de personnes, à la fois élus, techniciens, associatifs, habitants,
à routiniser en même temps sans lasser. Routiniser pour que ça s'inscrive dans la durée, parce qu'un budget participatif, si ça dure simplement quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est bien, mais c'est finalement assez limité, et puis là encore, ça peut décevoir. Alors routiniser, ça veut dire qu'il faut former les techniciens, les agents municipaux ou de l'intercommunalité pour qu'ils puissent adapter leurs pratiques. Et du coup, il faut aussi leur reconnaître ce qu'ils font, quand ils font notamment du temps additionnel de travail ou du temps extra, n'étant pas dans les heures prévues normalement, il faut le reconnaître, y compris matériellement. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Dans d'autres pays, ça semble évident. En France, c'est souvent pas évident. Et pourtant, c'est vraiment important. Il faut initialement s'appuyer sur des consultants, puis après leur dire dégagez. Ou en tout cas les solliciter moins pour internaliser dans l'administration des choses qui peuvent se faire, ça permet de le faire de façon plus routinière, et puis en même temps il faut garder une capacité d'expérimentation, de modification, de renouvellement, de voir ce qui va pas, et de ne pas figer les modèles. Donc c'est pas évident, il y a un troisième conseil, un troisième enjeu, c'est de déployer une forte volonté politique. Je crois que ce que vous avez dit, madame, par rapport à Brest, on voit que c'est central et que c'est pas simplement une adjointe à la participation qui finalement a très peu de pouvoir et pas de service, ou alors un service minuscule qui est en jeu, et en même temps sans trop politiser. D'une certaine manière, à Montreuil, on verra le succès du budget participatif, si vous perdez la ville, et puis que ça continue. Là, vraiment, vous aurez réussi. Un autre enjeu, me semble-t-il, c'est que le budget participatif, il y a une vraie discussion, une vraie délibération, au sens non pas de la prise de décision simplement, mais des échanges. Parce qu'une des raisons pour lesquelles ça a eu tant de succès à l'échelle internationale, c'est que ça permettait d'éviter que chacun défende son bout de gras par rapport, chaque quartier, que chaque groupe d'habitants, que chaque association défende son bout de gras par rapport aux décideurs, mais que les citoyens étant poussés ou obligés à discuter entre eux, pour par exemple faire une hiérarchie entre les projets proposés, ils montrent que leur projet, certes, était bien pour eux, mais aussi était compatible avec l'intérêt général ou servait l'intérêt général. Il y a eu trop souvent en France l'idée classique dans la politique, c'est que les habitants peuvent exprimer leurs intérêts particuliers, mais que ce sont les élus qui sont les garants de l'intérêt général, division du travail radicale. Donc on pousse les habitants à défendre leur bout de gras, et puis après les élus font la synthèse. Je me rappelle d'une ville dans le Poitou-Charentes, j'avais appelé ça le paradoxe de la rue Jourdain. Il y avait une rue, il y avait les habitants d'un quartier qui avaient demandé, parce qu'elle était trop passante, à ce qu'elle soit mise en sens unique pour limiter les nuisances sonores et la pollution liées aux voitures. Et du coup, le trafic s'était détourné, donc la municipalité avait dit oui, le trafic s'était détourné sur l'autre quartier, donc l'autre comité de quartier avait dit on veut aussi un sens unique, donc il y avait 2 sens uniques, donc la rue avait été piétonnisée, et l'élu disait vous voyez bien que si on n'était pas là, ça serait absolument le bazar et que les habitants sont incapables de... Mais sauf que le problème, c'était la façon dont c'était fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y avait une discussion entre les comités de quartier des 2 quartiers et de discussion transversale. Et donc, il me semble que ça, c'est un enjeu fondamental. Et peut-être le dernier, c'est que souvent, on a tendance aussi à multiplier les instruments de participation qui sont requis légalement ou qui sont... disons, inventé localement, et de penser ça de façon systématique, comme un système, de lier ça avec les conseils de quartier, avec les conseils citoyens, avec d'autres initiatives qui peuvent exister, parce qu'autrement on s'épuise, ou alors on trouve les gens partout les mêmes, dans plein de lieux différents. Comment penser un système global de la participation? Je crois que dans les villes étrangères où ça marche le mieux, il y a cette réflexion sur intégrer différents espaces. On ne peut pas tout faire avec le budget participatif, c'est évident. Et du coup, comment l'articuler avec d'autres? Merci beaucoup. Alors,
Je suis cadre moyen, retraité blanc. Propriétaire. J'étais auparavant fonctionnaire. Mon statut de retraité me permet de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais fonctionnaire, c'est d'avoir le temps de lire et d'étudier. Et en tant que fonctionnaire, j'avais la compétence technique. Je ne m'interrogeais pas sur la compétence des habitants, je n'avais pas le temps de réfléchir sur le sujet. Et je limitais la compétence des habitants à une compétence d'usage. Point. Comme ça, c'est moi qui ai la technique et c'est lui qui a l'usage. Oh, voilà. Et j'ai eu le temps d'étudier. J'ai notamment découvert ATD Carmonde, que je ne connaissais pas. Tout fonctionnaire devait connaître les travaux d'ATD Carmonde, les savoirs et savoir-faire des plus défavorisés, qui sont extraordinaires face aux difficultés qu'ils rencontrent. Des savoirs extraordinaires. Je ne serais pas capable de vivre comment une femme seule qui élève une famille monoparentale élève ses enfants. Elle a un savoir extraordinaire. Certes, elle n'a pas la disponibilité de venir à des réunions, mais elle a une expérience. J'ai également eu le temps d'étudier urbanisme, pratique urbanisme et démocratie. Les compétences d'usage des habitants ne sont pas limitées à leur propre pratique. Il y a des compétences individuelles, il y a des compétences collectives, il y a, par rapport aux enjeux politiques, où vous disiez tout à l'heure que les partis politiques étaient tout à l'heure les relais naturels des habitants qui reconnaissaient dans la parole des politiques leur propre parole parce que les politiques étaient issus. J'habite un quartier populaire où il n'y a pas d'élu dans mon quartier qui est issu de... Voilà, c'est une réalité. Cette compétence politique, les gens l'ont. J'ai découvert que je me plantais. À partir de ce moment-là, on peut travailler de manière beaucoup plus positive en tant que relais entre les rouages, entre les administrations, les habitants. Il y a un bouquin qui vient de sortir d'un économiste anthropologue américain des métiers à la con, qui est vraiment un bouquin passionnant. 36% des Anglais considèrent qu'ils font des métiers à la con. Et dans mon métier, je faisais du boulot à la con. Parce que j'étais obligé de le faire dans les procédures qui étaient les miennes. Vous avez parlé d'éducation nationale, ce sont les infirmières. Les infirmières maintenant passent 30% ou 40% en administratif parce que l'hôpital est dirigé par un administratif et non plus par les professionnels. Donc, ça change complètement la philosophie des choses. Partir des compétences réelles des gens qui ne se limitent pas aux compétences d'usage. Donc, des fois, par rapport à Montreuil, je suis emmerdant parce que on arrive, à partir de ce moment-là, à avoir une véritable co-construction. Vous avez parlé de Medmash, etc. C'est tombé là-haut. Et en plus, maintenant, il a pris un parti de travailler directement dans les comités mis en place par le président de la République. Donc, voilà, ça reste en haut. Et sur des sujets très concrets, la propreté. C'est mon cheval de bataille parce que c'est un enjeu de société. Et puis, comme vous avez dit, si vous perdez la ville, oui, la municipalité risque de perdre la ville si elle n'a pas réglé les problèmes de propreté. Et pas les problèmes de démocratie participative. Et si elle n'a pas réglé le dégagisme, c'est maintenant la tendance. Et le dégagisme pourra arriver. Donc, les problèmes de propreté, oui, c'est un relève complètement de la démocratie participative. Et nous n'avons pas réussi sur un projet que nous avons présenté, malheureusement. Il faut qu'il y ait effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport à Porto Alegre, qu'il y ait des budgets alloués à des problèmes sociaux qui donnent un plus à ces problèmes sociaux pour permettre la résolution des problèmes sociaux en commun entre les habitants, les administrations et les politiques. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci pour votre intervention à la fois très concrète et pour vos digressions existentielles aussi. Merci.
Non, je pense que c'était pas une question, c'était une contribution. Je partage la quasi-totalité des arguments. Je dois répondre particulièrement. Juste pour répondre, parce qu'on a eu cette discussion avec Yvon Spilly sur un habitant, et quand il vient, il est à la fois habitant et citoyen comme acteur de la cité. Parce que tu me reprenais sur le fait que j'avais parlé d'habitants, pas de citoyens. Donc on a parlé de ça, et ce que tu as raconté ici sur le fait qu'un habitant, il a à la fois une expertise du quotidien, l'usage, mais aussi un droit à penser la cité et une expertise citoyenne, me renvoie à un des premiers séminaires quand j'étais étudiante où j'ai entendu Yves Saint-Omer qui parlait des différents savoirs, où effectivement ce fait d'être toujours renvoyé simplement à son expertise d'usage est aussi très limitatif de ce que le rapport avec l'historien peut apporter. Oui, peut-être en rebondissant là-dessus, parce que c'est important. Pensez à ce qu'est la ville de Paris aujourd'hui, à ce qu'elle aurait été si les techniciens de la ville de Paris dans les années 70, ils avaient imposé leur vision de l'urbanisme du futur. On aurait des autoroutes urbaines, on avait même parlé d'un souterrain qui devait, par plusieurs voies, aboutir à amener les voitures en autoroute jusqu'en plein cœur de Paris. Et c'est les habitants, les associations, etc., qui se sont mobilisés, qui ont imposé au bout du compte une vision qui aujourd'hui est reprise, je ne parle pas des méthodes, mais en tout cas qui est reprise majoritairement par la ville. Il aurait eu un désastre par rapport à ce qu'était Paris. Donc ça prouve que ce n'était pas seulement une expertise d'usage, c'était aussi une autre vision de ce que pouvait être l'urbanisme et c'est les habitants qui avaient raison sur l'urbanisme du XXIe siècle. Pas les techniciens de la ville à l'époque. Toujours dans cette question-là par rapport aux experts urbanisme dans le cadre du NPNRI qu'on est en train de faire chez nous, où ils vont nous conduire à la catastrophe qu'on vit par rapport à un urbanisme qui a été conçu dans les années 60 avec les parkings, etc. On va revenir à cette même catastrophe si on ne prend pas la compétence politique de vie des habitants sur le quartier. On a plutôt le même résultat. Maintenant, c'est vrai qu'en France en particulier, on a une éthique de l'expertise, de l'expert, du professionnel qui est au-dessus des autres, qui est tout de même terrible à tous les niveaux. C'est vrai dans l'éducation nationale. Je peux vous promettre que quand à nos collègues on leur dit vous faites sans doute très bien votre métier, mais ça serait bien que les étudiants puissent évaluer les cours, les formations qu'on vous offre pour voir si c'est vraiment au service du public. Alors, non, ils sont incapables, enfin, c'est pas possible, nous, professeurs, être évalués par des étudiants. Donc voilà, je pense qu'on a ce problème-là dans beaucoup de milieux professionnels et que si on n'arrive pas à changer ces choses-là, alors on va au-devant de problèmes majeurs. Et peut-être dernière chose, vous êtes injuste sur le rapport Baquet-Meshmach. C'était initialement sur la base de mobilisation, d'associations, de quartiers, marginales par rapport aux autorités publiques, rassemblant souvent des populations venues de l'immigration qui ne trouvaient pas leur place dans la politique institutionnelle, que c'est venu de là qu'ensuite ça a eu une reconnaissance par le haut, c'est une chose, qu'ensuite les individus qui veulent se mobiliser trouvent leur place de ci, de là, après tout, chacun essaie de trouver sa place, mais vous ne pouvez pas dire que ça venait par en haut, c'était initialement une demande par en bas, et d'associations qui justement essayaient de créer un tissu de structuration dans des quartiers, comme celui du Haut-Montreuil. Je ne sais pas s'il y avait des associations qui ont participé à ce réseau initialement. En tout cas, dans ces quartiers qui tendent à être délaissés par les élus, par les universitaires, par les consultants, voilà. Et donc, ça venait pas par en haut. On va s'acheminer vers la fin de cette conversation formelle, ce qui n'empêche pas qu'on va continuer la conversation informelle avec un verre à la main. Mais vous, Tania, tu voulais réagir rapidement. Est-ce qu'il y a encore quelques personnes qui veulent? Oui, monsieur, on avait dit que vous veniez. Donc, monsieur, et puis je crois, Adam aussi, vous voulez intervenir? Non? Monsieur, en tout cas. Rejoignez-nous peut-être pendant que Tania réagit. Non, d'abord sur le rapport Meshmach-Baquet. Il y a quelque chose qui est sorti de ce rapport quand même, c'est la mise en place des conseils citoyens, avec une part, Yvon les connaît bien, avec une part de tirage au sort.
moi, j'ai eu du mal à être convaincue de ça parce que je considérais quand même que ça rajoutait des instances de participation par-dessus d'autres instances qui existaient déjà, par ailleurs, notamment les conseils de quartier, qui avaient tout autant une légitimité dans notamment les quartiers politiques de la ville à participer à l'élaboration des contrats de ville. C'est évident que la question du tirage au sort, donc on l'a fait à Montreuil, on a 5 conseils citoyens, ça vivote, franchement, c'est pas le gros développement, et c'est pas de là que j'ai senti qu'il y avait voilà, cette nouvelle impulsion de participation et des nouvelles personnes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le budget participatif dans les quartiers politiques de la ville a plus permis de faire participer des nouvelles personnes de ces quartiers que les conseils citoyens. Et c'est clair que bon, la question des habitants qui sont des bénévoles, qui sont tirés au sort et qui vont du coup être appelés à participer à plein de réunions, y compris à tous les échelons, parce que la politique de la ville a été transférée ici à l'agglomération. Enfin, c'est clair hein, que la question de la rémunération pourrait se poser. Après, je crois que ce qui a tué aussi les conclusions de ce rapport, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que permettre de structurer cette communauté-là, issue des associations impliquées dans un quartier, c'est des moyens pour faire gérer des associations. Et ce qui s'est passé, c'est que les moyens, les budgets de fonctionnement ont baissé, les emplois d'avenir ont été supprimés, les budgets politiques de la ville ont massivement baissé, Seine-Saint-Denis ont massivement baissé, et donc évidemment ces associations qui vivaient et qui contribuaient dans ces quartiers sont en grande difficulté. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la question des experts, ce qu'on disait. Pour le coup, je trouve que le budget participatif, effectivement, c'est un... Alors on disait au début comment ça change les habitudes administratives. Moi j'ai vécu sur des projets très concrets. Comment des projets, un projet je pense dans un quartier Jean Moulin, un projet depuis X années, des habitants avaient un projet des rénovations et de lieux de jeu pour des enfants sur un espace public au cœur d'une cité. Ils avaient cette revendication depuis des années. Chacun se renvoyait la balle parce que mais c'est pas la ville qui est propriétaire, c'est l'office public HLM, non c'est pas l'office public HLM, c'est le syndicat. Bon. Et donc du coup il ne s'est rien passé. Au budget participatif, le projet a été déposé. On a décidé d'essayer de déblayer de qui était propriétaire de qui. Comme il a été déposé que nous, notre priorité, on devait être les garants du fait qu'un maximum de projets puissent être soumis au vote, que donc il fallait régler le problème justement de qui était propriétaire, qui pouvait agir. Et au final, le projet a été déposé, il a été voté et il va être mis en place. Donc on est sorti du coup des espèces de méandres administratifs qui fait que rien ne bouge et qui a bougé. Un autre projet que j'ai en tête à Montreuil, qui est porté par une association qui s'appelle Les Enchantières, un projet qui va permettre de mettre en place un lieu de construction, d'autoconstruction avec des ateliers de formation au bricolage pour les femmes. Là, on est en train, il vient d'être voté, on est en train d'essayer de le mettre en place, et c'est une énergie, effectivement, de ceux qui s'occupent plutôt de la démocratie participative auprès des autres services d'urbanisme, juridique, pour trouver une solution. Parce que ce lieu doit être mis à disposition de l'association pour qu'elle soit maître d'œuvre, parce que c'est elle qui va conduire le chantier. Le fait que ce ne soit pas la ville, ça crée toute une série de problèmes juridiques qui sont complètement hallucinants. Et là, le budget participatif, nous on dit, en fait il a été voté, donc on est obligé de trouver une solution. Donc les gens, ils sont obligés de se mettre... Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais les gens sont obligés de trouver une solution. Et du coup, ça casse aussi ce côté technicien, expert... Merci. Bonjour à tous. C'est impressionnant de monter sur scène. En fait, comme principe, pour poser une question dans la salle, c'est facile. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu impressionnant, mais c'est aussi pour donner de l'importance pour l'échange et moins asymétrique. Bon, moi, je suis Gilles Lamure, je suis de Grenoble, je suis typiquement je suis un participant. Je suis porteur de projet, je suis
membre d'associations de quartier, je suis président du comité de liaison des élus de quartier, je suis vraiment dans la participation. Je suis un homme, un cadre, blanc, propriétaire, je ne suis pas retraité encore, mais par contre, mon équipe, mes équipes, ça viendra. Par contre, mes équipes, c'est les équipes qu'on a, c'est effectivement beaucoup de retraités. On a beaucoup de femmes, mais dès qu'on monte d'un certain niveau, dès qu'on va confronter les élus, souvent c'est quand même beaucoup les hommes qui prennent la parole. Je voulais dire que la participation, pour moi, c'est surtout qu'elle souffre du manque de résultats. Voilà, des associations qui s'impliquent, ça, la plus grosse difficulté, c'est le manque de résultats. Alors c'est vrai que le budget participatif est formidable pour ça, parce qu'au moins, une fois qu'on se bat et que c'est voté, il y a du résultat derrière, c'est ça qui est formidable. Mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui aimeraient s'impliquer, enfin, qui sont intéressés pour donner leurs avis sur autre chose que du budget d'investissement. Là, on parle du budget participatif. Pour beaucoup de gens, au début, le budget participatif, c'est le budget. C'est donner son avis sur le budget. Et c'est vrai qu'à Grenoble, au départ, dans le programme de municipalité actuel, on nous avait dit qu'il y aurait plusieurs scénarios de budget qui seraient soumis à la concertation. C'est des choses qui, on s'en compte, la municipalité a du mal à faire ça, c'est compliqué. Mais à quand est-ce qu'on ira au-delà du simple budget d'investissement et aussi sur le fonctionnement, sur les grandes décisions qui sont prises par la municipalité, peut-être pas en début de mandat, ce qui est évident qu'en début de mandat, on a un programme et on l'applique, mais au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui doivent se décider. Autre chose, c'est le découragement des participants. Il vient du fait que souvent, on se sent souvent pas écouté. On a plein de choses à dire, on aimerait pouvoir le dire, mais le manque d'écoute, le manque de retour sur ce qu'on peut faire. Alors, pourquoi c'est toujours les mêmes cadres blancs et tout ça qui participent? Parce que moi, je suis typiquement à Grenoble devenu en 4 ans le citoyen professionnel de la ville de Grenoble. Je m'implique dans tout ce que je peux faire et je fais ça avec ma bande de copains. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Mais pour que les autres viennent, il faut que les autres aient l'impression qu'effectivement, ils puissent agir réellement. Et que ce qu'on leur demande, alors qu'on donne les règles du jeu, qu'on spécifie bien ça on peut en discuter, ça on peut pas en discuter, des trucs comme ça, mais au moins quand vous le faites, ça va être concret, il y aura du résultat. Et il faut que ça se joue à plein de niveaux. Il faut que la participation, elle infuse à tous les niveaux. Peut-être un petit niveau, mais il faut que ça soit partout. Et voilà. C'est ce que... Merci. Non, je suis vraiment 100% d'accord. Cette question d'avoir un impact, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de venir se passer du temps. Puis il y avait une autre dimension dans votre intervention qui est quelles sont les autres manières finalement de mettre en discussion des choix budgétaires et de partager ces décisions sur le budget. Est-ce que dans ce que tu as pu observer, analyser ailleurs dans le monde, il y a d'autres manières de discuter des choix budgétaires? Par exemple, en Allemagne, dans la première vague des budgets participatifs, ils sont nés en Allemagne dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui en France, de baisse forte des budgets alloués aux pouvoirs locaux par l'État fédéral en Allemagne. Et donc, par exemple, il y avait une ville qui avait fait un budget participatif, moins sur l'investissement, mais en disant, voilà, on est dans une situation financière difficile, on peut faire des choix. Est-ce que vous préférez qu'on baisse le niveau de service sur tel et tel et tel service, qu'on augmente les impôts, ou il y avait encore en tout cas, il fallait faire des choix. Et après tout, il y avait eu un mini-référendum qui n'avait pas une valeur décisionnelle à l'époque, parce que dans ce land-là, on ne pouvait pas le faire, mais la municipalité s'était engagée à suivre les directions votées par la population. Il me semble qu'au niveau local, on aurait intérêt à avoir régulièrement, y compris dans les situations difficiles, justement, des débats de ce type-là, et que vous pouvez être sûr, à peu près, que si on a des choses de ce type-là, avec une promesse que ça sera suivi, il y aura des gens qui vont s'y intéresser, et qui vont participer, qui vont débattre, qui vont voter, et qui vont s'impliquer, qui vont aussi peut-être, j'espère, en tout cas on peut l'espérer, retrouver une certaine confiance dans la politique. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait de nouvelles élections
pour résoudre des questions comme celle-là. D'abord parce que quand on n'élit pas sur une question particulière, mais sur un ensemble de choses. On peut être en faveur d'une équipe municipale en étant en désaccord avec l'un des projets ou l'une des réalisations de l'équipe municipale en question. Je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être venus vivre cette soirée avec nous. Un grand merci à tous ceux qui sont venus converser ici avec nous sous cette lumière un peu bleu rouge, un peu étrange, il faut bien le dire quand on est de ce côté-ci. Vous êtes très jolis vous, mais c'est nous ici on est un peu bizarre quand on regarde les couleurs. Merci beaucoup à Yves Saint-Omer d'être venu partager cette soirée avec nous et de continuer à la partager autour d'un verre. Merci beaucoup à Tania. Et demain matin on se retrouve à 9h au Méliès pour parler des expériences étrangères avec de nombreux invités et dans